Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport auto. Il y a des champions, des héros, des icônes, et puis il y a des maîtres. Juan Manuel Fangio n'a jamais créé victoire, il la vivait en silence, le regard profond, les gestes mesurés. Dans une Formule 1 naissante, brutale, incertaine, il a imposé un style, un équilibre. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'ombre et la lumière d'un homme rare. Voici l'histoire de Juan Manuel Fangio, l'homme qui pilotait comme on compose une symphonie. Le vent souffle doucement sur la pampa argentine. À Buenos Aires, sur une place tranquille, une statue de bronze fixe l'horizon. Ce n'est ni un général, ni un héros de guerre. C'est un homme en combinaison, debout, les mains croisées dans le dos. Juan Manuel Fangio. L'icône silencieuse d'un âge d'or de la course automobile, il ne regarde ni la foule, ni le ciel. Il regarde droit devant, comme s'il y voyait encore la prochaine courbe d'un circuit. Pour vous raconter Fangio, il faut remonter à une époque lointaine, celle d'un monde encore en noir et blanc, où les voitures crachaient de la fumée et où chaque virage pouvait être le dernier. Balcarce, 24 juin 1911, dans une maison modeste, naît un garçon, 5e enfant d'une famille italienne immigrée. Son père, Loreto, est maçon. Sa mère, Herminia, élève les enfants dans une maison rustique, entre 2 potagers et un sol de terre battue. La vie est rude, la terre est sèche, mais Juan Manuel est un enfant observateur, calme et à l'écoute. C'est dans ce silence qu'il se forge. Très jeune, il est d'abord passionné par le football, puis les machines occupent ses moments de loisirs. À 13 ans, pas très doué pour les études, il quitte l'école pour aider dans un atelier mécanique. Il y passe ses journées les mains dans le cambouis, apprenant le langage des engrenages et des pistons. Il n'a pas besoin de manuel, son intuition fait le travail. À 16 ans, il prend le volant d'une vieille Ford dans la concession dans laquelle il travaille, non pas pour foncer, mais pour ressentir, pour comprendre les réactions du métal, la souplesse du volant et le chant du moteur. L'atelier devient son école, les voitures ses professeurs. Mécanicien compétent, il a le droit d'essayer les nouvelles voitures de la concession. Il part ensuite pour son service militaire pendant 1 an, où il opère comme chauffeur personnel d'officier supérieur. À sa sortie, il retrouve son père et ses frères. Ensemble, ils ouvrent un garage. Il commence sa carrière de pilote sur les circuits au volant d'une Ford en 1936, puis il continuera avec une Ford V8 lors du Grand Prix de Necochea en 1938. Il y terminera 7e et c'est là qu'il commence à prendre conscience de ses qualités de pilote. Dans l'Argentine des années 30, la course automobile n'a rien de la discipline européenne. Ce sont des épreuves d'endurance extrême, les fameux Turismo Carretera, des courses de plusieurs milliers de kilomètres, sans radio, sans assistance, sur des routes en terre, parfois à peine tracées. On traverse des montagnes, des déserts, des rivières, les concurrents dorment à côté de leur voiture, réparent avec ce qu'ils ont sous la main, roulent pendant des jours. Le danger est omniprésent. Poussière aveuglante, animaux errants, traversée de villages à pleine vitesse, crevaison à réparer soi-même. Après le circuit, Fangio se lance dans ses courses routières. Il y apprend à gérer l'imprévu, à réparer en pleine nature, à prendre des décisions sous pression. Il commence la compétition en tant que copilote, puis devient un maître de la régularité, de l'intelligence mécanique, de la survie. En 1938, il construit lui-même une voiture de course, une Chevrolet nommée la Negrita. Il y en ajuste chaque pièce, il en connaît chaque son. C'est avec elle qu'il remporte ses premières victoires. En 1940, il gagne le Gran Premio del Norte, une course titanesque de plus de 9000 km à travers l'Amérique du Sud, de Buenos Aires à Lima. Ce n'est pas une course, c'est une épopée. Il affronte les tempêtes andines, les altitudes extrêmes,
les rivières en crue et la cordillère des Andes. Il en revient vainqueur, acclamé comme un héros national, puis le titre de champion d'Argentine lui est décerné en 1940 et 1941. Il n'a pas gagné par audace, mais par maîtrise. Il devient alors une légende argentine. En 1942, la guerre mondiale commence à appauvrir l'économie argentine, les courses automobiles sont mises de côté, Fangio, lui, se consacre à son garage. Après la guerre, soutenu par l'arrivée d'un nouveau général qui développe le sport automobile en Argentine, Fangio continue sur sa lancée et remporte le championnat argentin de temporada à 4 reprises entre 47 et 50. Mais Fangio a plus d'ambition, le monde est vaste et la course renaît en Europe après la guerre. Grâce au soutien financier du gouvernement argentin, une équipe est envoyée outre-Atlantique. Fangio est du voyage. Il a 36 ans, à un âge où d'autres raccrochent déjà le casque. Lui arrive avec une expérience d'une vie et un talent mûri dans l'adversité. Sur les circuits de Reims, Sanremo, Monza, il fait ses armes. C'est là qu'il débute en Formule 1 en 1948, appelé par Gordini pour remplacer le pilote français Maurice Trintignant, victime d'un accident quelques jours plus tôt. Il y affronte des pilotes d'envergure, Farina, Villoresi ou encore Ascari. Lui a la fougue, la précision, la vitesse, il est italien jusqu'au bout des ongles, porté, soutenu par Ferrari. Face à lui, Fangio incarne l'expérience, la retenue, la régularité. Leur rivalité n'est jamais brutale, elle est technique, tactique. Ascari attaque, Fangio attend. Ascari force la chance, Fangio épouse les circonstances. Chacun sait que l'autre est un miroir. En 1950, lors de la première saison officielle du championnat du monde de Formule 1, une saison que je vous ai racontée dans un précédent épisode de Speedcast, Fangio est chez Alfa Romeo avec Farina et Fagioli, les 3 Fa comme on les appellera. Il remporte 3 des 7 Grands Prix, mais c'est Farina, son coéquipier, qui viendra décrocher le premier titre. Fangio ne proteste pas, il sait que son heure viendra. Et en 1951, elle arrive, il remporte le Grand Prix de Suisse, de France, d'Espagne, il est sacré champion du monde, mais en 1952, alors qu'il enchaîne les courses sur différents continents et qu'il refuse d'en renoncer à une seule, il arrive épuisé à Monza après un long voyage et une nuit blanche. Il prend alors le volant de sa voiture, une erreur, une sortie de piste violente, des fractures multiples, il frôle la paralysie, mettant 1 an à marcher sans souffrance. Ce moment est un point de bascule. Quand il revient chez Maserati en 1953, il est encore plus calme, plus précis, sa conduite devient chirurgicale, il comprend mieux que quiconque les limites de l'homme et d'une machine. En 1954, Mercedes revient en Formule 1, la firme allemande veut frapper fort, elle appelle Fangio. La Mercedes W196 est une merveille d'ingénierie. Carénée, aérodynamique, elle offre une vitesse de pointe impressionnante, mais elle est exigeante. Fangio l'apprivoise, il domine la saison, gagne à Reims, Silverstone, au Nürburgring, il remporte son 2e titre. En 1955, il continue sur sa lancée, triomphe à Buenos Aires, Spa, Zandvoort, Monza. L'année est marquée par le drame du Mans qui pousse Mercedes à se retirer du sport. Fangio, lui, décidera de ne plus jamais participer aux 24 heures du Mans. Cette même année, il remporte à Monza son 3e titre mondial en Formule 1. Fangio fascine ses ingénieurs, il est capable d'expliquer en quelques mots ce qu'il ressent dans la voiture, ce qu'il faut ajuster. Un ressort trop souple, un poids mal réparti, il ne parle jamais beaucoup, mais chaque mot est juste. Chez Mercedes, on dit qu'il conduit avec l'élégance d'un chef d'orchestre. À la moindre vibration, il sent ce que d'autres ne perçoivent pas. En 1956, alors que Fangio pense à raccrocher le casque, il passe chez Ferrari. L'écurie est en crise, divisée entre les anciens et les nouveaux. L'ambiance est tendue, Fangio apaise. Il ne s'impose pas par la force, mais par l'exemple. Lors de sa dernière course à Monza, une panne l'oblige à changer de voiture. Son coéquipier Peter Collins lui cède la sienne. Un geste de respect rare. Fangio finit 2e et remporte son 4e titre. Collins dira plus tard: « Je ne pouvais pas empêcher Fangio de devenir champion du monde, c'était son année. » Malgré un 4e titre de champion du monde, les tensions entre Fangio et Ferrari atteignent un point de non-retour. Les 2 parties se séparent au terme de l'année 56.
Mais le sommet de son art est atteint en 1957 sur la boucle de la Nordschleife au Nürburgring. À 46 ans, face à la jeunesse montante, Fangio choisit une stratégie audacieuse, s'arrêter pour changer de pneus. L'arrêt est long, trop long. Il repart avec quasiment 1 minute de retard. Il reste 10 tours. Et là commence la plus grande remontée de l'histoire. Tour après tour, il dépasse les limites. Il bat 8 fois son propre record du tour. Rattrape Hawthorne, le dépasse dans le dernier tour. And he leads. Juan Manuel Fangio is in the lead on the last lap of the German Grand Prix, on his way to his 4th Grand Prix of 1957, on his way to his 5th World Championship. World champion in 1951, world champion in 1954, 55 and 56. A glorious race for a wonderful world champion. And Fangio takes the checkered flag to win the German Grand Prix at a record average speed, faster than his own previous lap record. Les journalistes restent sans mots. Collins dira, ce jour-là, on a été battu par un homme qui n'était pas tout à fait humain. Et Fangio dira plus tard, c'était la seule fois de ma vie où j'ai conduit au-delà de mes limites. Au terme de cet exploit, l'un des plus connus de l'histoire de la Formule 1, il remporte son 5e titre mondial à 2 courses de la fin du championnat. Ça sera sa toute dernière victoire en Formule 1. Fangio s'arrête en 1958, sans bruit, sans accident. Il s'éteint lentement de la scène. Il retourne en Argentine, ouvre un garage et devient ambassadeur pour Mercedes. Il observe le sport évoluer, il ne juge jamais. On continuera de le voir prendre part à quelques grandes épreuves en 1958, comme le Grand Prix d'Argentine ou encore le Grand Prix de Reims, où il est d'ailleurs embêté par quelques problèmes d'embrayage. L'Argentin doit se contenter d'une 4e place. Le vainqueur du jour, Mike Hawthorne, par respect pour le plus grand pilote de sa génération, refuse de lui infliger un tour de retard. À la fin de la course, interrogé par les journalistes, il répondra « On ne prend pas un tour à cet homme-là ». Dans les années 70 et 80, on le retrouve parfois dans les paddocks. Il regarde les voitures, parle peu, il observe, suit la carrière de jeunes pilotes. Il ne donne aucun conseil à la légère, mais quand il parle, on écoute. Prost, Piquet, Lauda, Senna, tout le monde le regarde avec le même respect. Il reste un lien vivant avec une époque mythique. Un jour, à Cuba, il est enlevé par des révolutionnaires. Ils veulent attirer l'attention internationale. Fangio ne panique pas, il discute, les écoute. Il le relâche 26 heures plus tard en lui demandant pardon. Même dans un rapt, il impose le respect. De retour chez lui en Argentine, il se consacre à sa famille, à ses affaires. Il devient directeur de Mercedes-Benz Argentina. Et saviez-vous que Juan Manuel Fangio a couru toute sa carrière en sport auto sans avoir le permis de conduire, qu'il n'a obtenu que pendant sa retraite en 1961. En 1990, il est intronisé au Temple international de la renommée du sport automobile. Il meurt en 1995, à 84 ans. Le monde pleure un pilote, mais aussi un exemple. Il aura disputé 51 Grands Prix, en aura remporté 24, ainsi que 5 championnats du monde. Mais au-delà des chiffres, il aura incarné l'idée de la perfection, de la conduite juste, du respect des machines et des hommes. L'Argentine déclare 3 jours de deuil national. Son cercueil est exposé dans le Salon Blanc de la Chambre du gouvernement pour un hommage populaire. Aujourd'hui, son nom est encore cité comme une référence ultime. Il n'a pas eu besoin de polémiques, de coups d'éclat, de déclarations tapageuses. Il a simplement piloté mieux que les autres. Avec humilité, avec calme, avec une maîtrise que personne n'a jamais vraiment égalée. Il n'était pas une étoile filante, il était une constellation silencieuse. Si vous voulez en savoir plus sur Juan Manuel Fangio, je vous conseille le documentaire Fangio, l'homme qui domptait les bolides sur Netflix. Et pour ma part, j'aimerais dédier cet épisode à mon arrière-grand-oncle, très grand fan de Fangio, qui, même sans l'avoir connu, m'a transmis cette passion du sport auto, et grâce à qui, aujourd'hui, je peux compter dans ma collection personnelle un autographe de Juan Manuel Fangio. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Speedcast.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le noter et à le partager. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.